Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on se lance dans une aventure passionnante. Suivre l'évolution d'une infrastructure web depuis les premières lignes de code jusqu'à supporter des millions d'utilisateurs. Je vais vous guider étape par étape en vous montrant les défis techniques qu'on rencontre et les solutions qu'on met en place. Que vous soyez développeur, étudiant en informatique ou simplement curieux de savoir comment fonctionnent les gros sites web, cette vidéo est pour vous. Avant de plonger dans le vif du sujet, prenons un instant pour comprendre le parcours que vous allons suivre. Imaginez, vous avez une idée géniale, vous développez votre site web, vous le mettez en ligne et il marche trop bien. Le trafic explose et soudain votre site devient lent, voire inaccessible. C'est le scénario classique du succès qui devient un problème. Dans cette vidéo, on va voir comment anticiper et résoudre ces problèmes en construisant une architecture qui évolue avec votre croissance. On abordera la performance, la disponibilité et bien sûr les coûts. Tout commence dans votre machine locale. Vous codez votre application, vous avez une base de données qui tourne en local, tout est sous contrôle. C'est l'étape de développement où tout est simple et rapide. Vous utilisez peut-être une stack comme LAMP, Mint ou autre, mais si vous êtes seul utilisateur, vous n'avez pas à vous soucier de la charge, de la concurrence des accès et de la latence réseau. Attention, cette simplicité va bientôt disparaître quand vous allez ouvrir votre site au monde entier. Votre site est prêt. Vous l'avez testé en local et vous décidez de le mettre en ligne. Vous achetez un serveur, souvent un VPS ou un serveur dédié, et vous y installez tout. Votre code, votre base de données. C'est la solution la plus simple et la plus économique pour démarrer. Mais attention, cette simplicité a un prix. Votre serveur est un point unique de défaillance. S'il tombe à cause d'une panne matérielle, d'une surcharge ou d'une attaque, votre site est down. De plus, les ressources sont limitées. Vous ne pouvez pas dépasser la capacité de ce serveur. Si votre site rencontre un succès fou, chose qu'on souhaite, les utilisateurs affluent, le trafic est multiplié par 10, par 100, voire par 1000. Mais très vite, vous remarquez que votre site devient lent. Les pages mettent des secondes à charger. Les utilisateurs se plaignent et vous voyez le taux de rebond augmenter. Pourquoi? Parce que votre serveur unique est submergé de requêtes. Il ne peut plus gérer la charge. C'est le moment critique où il faut agir, sinon vous perdez vos utilisateurs. Félicitations, vous avez un problème de croissance. Face à ce problème, la première idée qui vient à l'esprit est de prendre un serveur plus gros, augmenter la RAM, le CPU, les disques. C'est ce qu'on appelle la scalabilité verticale. C'est vrai que c'est simple, on change de serveur, on migre les données et c'est réglé. Mais attention, il y a deux gros pièges. D'abord les coûts. Ils n'en manquent pas linéairement mais exponentiellement. Un serveur 2 fois plus puissant coûte bien plus que 2 fois plus cher. Ensuite, il y a une limite physique. Vous ne pourrez pas trouver un serveur infiniment plus puissant. Un jour, vous atteignez le serveur le plus gros possible. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Une première optimisation logique, séparer l'application et la base de données sur deux serveurs distincts. Comme ça, chaque serveur peut être optimisé pour sa tâche. Le serveur d'application peut avoir plus de CPU pour exécuter le code, tandis que le serveur de base de données peut avoir plus de RAM et des disques rapides. C'est déjà mieux car on isole les problèmes, mais on a toujours un point de défiance unique pour chaque partie. Si le serveur de base de données tombe, l'application ne peut plus fonctionner, même si elle est en bonne santé. Même chose pour l'application web. Si elle tombe, c'est la base de données active, mais les clients le code ne peut pas être exécuté. Il est temps de penser différemment. Au lieu de monter en puissance, en faisant de la scalabilité verticale, nous allons scaler horizontalement, c'est-à-dire ajouter plusieurs instances de serveur plutôt qu'un gros. Pour l'application, c'est souvent facile car elle est stateless, elle n'a pas d'état. Chaque instant est indépendant et elle ne garde pas d'état. Mais comment répartir les utilisateurs entre ces instances? Il faut un système intelligent pour diriger le trafic. C'est là qu'intervient un composant clé, le load balancer ou en français l'équilibre de charge. Le load balancer est le chef d'orchestre de notre infrastructure. Il se place devant nos instances d'application et reçoit toutes les requêtes des utilisateurs. Ensuite, il est reparti entre les instances selon un algorithme. Par exemple, on peut avoir le round robin ou en fonction de la charge de l'instance, il faut aussi des hit checks. Si une instance tombe en panne, il ne lui envoie plus de trafic ainsi, on a une architecture résiliente. Si une instance meurt, les autres continuent de servir.
Des outils comme Nginx ou AWS ALB permettent de gérer, de faire cela. Attention, en introduisant un load balancer, nous avons créé un nouveau point unique de différence. Si le load balancer tombe, plus aucune requête n'atteint les instants, même si elle fonctionne parfaitement. Il faut donc rendre le load balancer redondant. On peut en mettre plusieurs et utiliser le DNS pour répartir les requêtes entre eux. Le DNS peut envoyer plusieurs adresses IP load balancer et les clients en choisissent une. Comme ça, si un load balancer est down, les clients utilisent un autre. On a ainsi éliminé ce single point of failure. Maintenant, nos applications scalent horizontalement, mais qu'en est-il de la base de données? Elle reste le point critique. Pourquoi? Parce que la base de données est stateful. Elle stocke des données qui doivent être persistées et synchronisées. On ne peut pas simplement ajouter des instances sans réfléchir, car les données doivent être cohérentes entre toutes les instances. La base de données devient le véritable goulot d'étranglement. Il faut trouver des solutions pour le scaler aussi. Plusieurs stratégies existent pour scaler une base de données. La première, encore, le scale vertical. Un serveur de base de données plus puissant, mais on connaît les limites. Le deuxième, c'est le sharding. Découper les données entre plusieurs parties, reparties sur plusieurs serveurs. Les bases de données NoSQL, c'est plus facile de faire cela. C'est efficace mais complexe surtout avec les bases de données SQL, où les données sont relationnelles. La troisième, c'est la réplication. Créer des copies de la base de données pour repartir la charge de lecture. Une architecture très courante est la réplication maître-esclave ou primary replica. L'idée, on a un serveur maître qui gère toutes les écritures et plusieurs réplicas qui répliquent les données du maître et servent les lectures. Comme en moyenne 80% des requêtes sont des lectures, on peut ainsi repartir cette charge sur plusieurs réplicas. Attention cependant, s'il y a un délai de réplication, donc les données sur les réplicas peuvent être légèrement en retard sur le maître. Pour certaines applications, c'est acceptable, pour d'autres, non. Voici donc notre architecture finale scalable. Nous avons un DNS qui pointe vers plusieurs load balanceurs redondants. Ces load balanceurs distribuent le trafic sur un pôle d'instants d'application qui peuvent être montés ou descendre en fonction de la charge, et ces instants accèdent à une base de données avec un maître pour les écritures et plusieurs réplicas pour les lectures. On a ainsi une infrastructure qui peut absorber une charge importante, tolérante aux pannes et qui peut évoluer avec la croissance du trafic. Résumons les bonnes pratiques que nous avons vues. Premièrement, commencez simple. N'essayez pas de construire une architecture complexe trop tôt. Deuxièmement, séparez toujours l'application de la base de données. Troisièmement, privilégiez le scaling horizontal quand c'est possible. Quatrièmement, assurez-vous qu'aucun composant critique ne soit un point unique de différence. Et ainsi, choisissez les solutions adaptées à vos besoins réels, pas à ce qui est à la mode. Mais l'évolution ne s'arrête pas là. Une fois que vous avez cette architecture, vous pouvez aller plus loin. Décomposer votre application en microservices, utiliser des conteneurs avec Docker et des orchestrateurs comme Kubernetes, explorer le serverless ou mettre en place des bases de données distribuées plus avancées. Si vous voulez que je détaille ce sujet dans de prochaines vidéos, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas les rater. C'est la fin de cette vidéo, le début de la conversation. Moi, c'est Tchafa Manuke Junior, architecte cloud et intégrateur de RP comme Odoo et Sage. Racontez-moi dans les commentaires où vous en êtes dans vos projets. Quels défis d'infrastructure rencontrez-vous? Utilisez-vous Odoo, Sage ou d'autres ERP? Quel sujet voulez-vous que j'aborde? Partagez cette vidéo si elle vous a plu et le pouce bleu aide énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux pour du contenu sur l'architecture cloud et l'intégration de ERP. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une prochaine vidéo.